Aujourd'hui, retour au confinement. Les vraies confineries vont arriver bientôt, c'est promis. Mais je sens quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui pèse comme un couvercle. Quelque chose qui va menacer, qui menace déjà et qui fait qu'on se confine. J'ai pas tellement envie de parler du confinement. On va revenir sur l'infinie comédie et sur un extrait en particulier qui m'avait vraiment bouleversée. Et on va le relire ensemble, maintenant. L'infinie comédie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo maintenant un peu ancienne que j'avais tournée avec Jérémy il y a 1 ou 2 ans. Je mettrai le lien quelque part. C'est donc ce roman qu'on peut voir comme hipster, qui est devenu le symbole des hipsters, ça te souvient, j'ai changé. Qu'il faut avoir dans son sac quand on est sur un campus type Berkeley. En France, ça marche pas comme ça. Vous avez plein d'articles. Slate adore. Les gens de Slate sont proches des traducteurs et de l'équipe voilà, de l'Olivier, mais surtout du Diable Vauvert, qui est l'ancien éditeur de Wallace en France. Voilà, il y a plein d'articles sur ça qui expliquent le succès de Wallace, de David Foster Wallace, aux États-Unis, comment il est diffusé en, en Allemagne, par exemple, comment il y a des jeux de pistes, Infinite Jest, etc., etc. J'en ai déjà parlé avec Jérémy, c'est vraiment un roman qui est complexe, j'ai écrit sur des billets, hein, pas là des articles universitaires, mais voilà. Je sais que je le relirai, je sais que c'est pas encore maintenant, là j'ai envie d'en relire un morceau. Euh, J'en ai parlé il y a pas longtemps à un ami, enfin il y a longtemps un ami qui a donc fini par le lire, qui a l'air d'être assez déçu, mais je sentais pas que la rencontre se ferait. Mais je pense pas qu'il marche sur tout le monde ce roman. Et c'est pas une question de il y a des bons et des méchants, quoi, ça marche pas sur tout le monde. C'est peut-être pas tellement la question. En tout cas, le passage que je vais vous lire, et attention, ça va pas être fun, mais je tourne là, cette fois je tourne la veille, c'est rare. Et le soir d'Halloween, on espère que la fibre va fonctionner. Je suis aux pages 885-888 de cette édition là. Ça, je me fais ma miniature. Enfin, en fait, je fais toujours ça en cours de vidéo, puis j'ai oublié, donc je reprends une image dégueu du début, hein, vous avez bien vu. Et c'est un moment, alors bon, c'est là, voilà, 13 novembre, c'est marrant, c'est bientôt. Année des sous-vêtements pour adultes incontinents, Depend. Et c'est des personnages qui reviennent mais qui sont pas principaux. Et c'est vraiment un passage détachable, et même l'ami qui a pas aimé a aimé ce passage. On y va. Je lis quelques pages, on commente, on discute, on papote, ça sert à ça. 2h45, Ennet House. Les petites heures de la nuit. Eugenio M., remplaçant volontaire de Jonathan Falls pour la corvée Rêve, est dans le bureau où il joue sur une console portative qui émet des bips et des gazouillis. Kate Gompert et Geoffrey Day et Ken Erdedy et Bruce Green sont dans le living room, avec les lumières éteintes pour la plupart, devant la vieille visionneuse d'ici dont les images sautent. Alors, j'ai absolument pas relu avant de commencer, ça se voit tout de suite, je suis désolée. C'est pour la dictateuse. Les cartouches ne sont pas autorisées après minuit pour favoriser le sommeil. Les cocaïnomanes et les accros aux stimulants en sevrage dorment bien au bout du 2e mois, les alcoolos au bout du 4e. Les anciens fumeurs d'herbe et adeptes de tranquillisants oublient de dormir pendant la première année. Boswin, toutefois, roupille et enfreindrait l'interdiction de se coucher sur le divan si ses jambes n'étaient pas tordues de côté et ses pieds sur le sol. La visionneuse d'Innet House ne reçoit que de l'interlace de base en dissémination spontanée et, de 2h à 4h, Interlace NNA télécharge les disséminations du lendemain et interrompt toutes les retransmissions à l'exception de 4 édicèmes de l'émission quotidienne de Mr. Bones in Bones. Et quand Mr. Bones in Bones apparaît avec sa vieille couche culotte en tissu maintenue par des épingles à nourrice, sa bedaine et son masque de bébé en caoutchouc, ce n'est pas du tout une vision apaisante ou distrayante pour un adulte insomniaque. Ken Erdedy fume des clopes, assis, en secouant un chausson de cuir au bout de son pied. Kate Gompert et Geoffrey Day mangent sur le divan en non-cuir.
Kate Gompert, est assise en tailleur et tellement penchée en avant que son front touche ses pieds. On pourrait croire à une position de yoga spirituellement avancée ou à un exercice d'assouplissement. Mais c'est ainsi que Kate Gompert s'assoit toutes les nuits depuis le mercredi tragique avec Lance et Gatsby dans la ruelle. Événement qui a laissé toute la maison dans un état de paralysie mentale. Les mollets nus de Dai sont complètement glabres et contrastent ridiculement avec ses souliers vernis, ses chaussettes noires et son peignoir en velours. Mais Dai fait preuve d'une admirable imperméabilité à l'opinion d'autrui. Pour ce qu'on en a à foutre. La voix de Kate Gompert est neutre et difficilement audible dans la mesure où elle provient d'entre ses jambes. Il ne s'agit pas d'en avoir quelque chose à foutre ou pas, répond posément Dai. Je dis seulement que je m'identifie jusqu'à un certain point. Le soupir sarcastique de Gompert soulève quelques-unes de ses mèches sales. Bruce Green ne ronfle pas malgré son nez cassé et barré de sparadrap. Ni lui, ni Adidi ne les écoutent. Dai s'exprime d'une voix douce et s'incline vers Gompert sans croiser les jambes. Quand j'étais petit, Gompert soupire de nouveau. Un petit bonhomme avec un violon. Un rêve et un itinéraire spécial pour aller à l'école en évitant les garçons qui me piquaient mon étui à violon et me narguaient. Un après-midi d'été, j'étais dans la chambre que je partageais avec mon petit frère, seul, et je m'exerçais au violon. Il faisait très chaud, et il y avait un ventilateur électrique sur la fenêtre qui tournait et faisait office de ventilateur d'extraction. Le ventilateur d'extraction, je connais, tu peux me croire. Peu importe le sens dans lequel il tournait. Il était allumé et, à cause de sa position sur la fenêtre à guillotine, il faisait vibrer la vitre relevée. Une étrange vibration, aiguë, invariable, constante. Étrange en soi, mais anodine. Sauf que cet après-midi-là, la vibration du ventilateur se combinait avec celle de certaines notes que je jouais. Et les deux vibrations créaient une résonance qui me faisait quelque chose dans la tête. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que ça me faisait, mais ça me faisait quelque chose. Désolée. Ces deux vibrations, c'était comme si une grande forme sombre et ballonnée flottait dans un coin de mon esprit. Je ne trouve pas de mot plus précis que grande, forme, sombre et ballonnée. Ça montait d'une espèce d'eau stagnante dans ma psyché. Je ne sais pas d'où au juste. Mais c'était à l'intérieur de toi. Catherine, Kate. C'était absolument horrible. Une horreur totale, distillée, avec une forme. Ça montait en moi, ça sortait de moi, et ça venait de la confluence du ventilateur et de ses notes. Ça montait, ça s'amplifiait, ça s'engouffrait. C'était atroce, d'une atrocité inexprimable. J'ai lâché mon violon et je suis partie en courant. C'était triangulaire, la forme ? Quand tu dis ballonné, tu veux dire comme un triangle ? Informe. Une forme informe, ça faisait partie de l'horreur. Je n'ai pas de mots, je te dis. Forme, sombre et ballonnée ou flottante. Mais puisque l'horreur s'est estompée dès que je suis sortie de la chambre, c'est vite devenu irréel. La forme et l'horreur. J'ai cru que c'était mon imagination, une sorte de flatulence psychique soudaine, une anomalie. Rire sans joie contre une cheville. Les alcooliques anomalimes. Dai n'a ni croisé les jambes, ni bougé, ni regardé l'oreille ou le cuir chevelu de Gompert, qui sont bien en vue. De même qu'un enfant veut toujours toucher une blessure ou gratter une croûte, je suis retournée tout de suite dans la chambre avec le ventilateur et j'ai repris mon violon. J'ai immédiatement recréé la résonance. Et immédiatement c'est revenu, la forme noire flottante dans mon esprit. C'était un peu comme une voile de bateau ou le bout d'une aile bien trop grande pour être vue en entier. Une horreur psychique totale. La mort, la décomposition, la dissolution, un espace froid, vide, noir, malveillant, isolé. La pire expérience de ma vie. Mais tu avais quand même oublié, tu es retourné dans ta chambre et tu l'as fait revenir. Et c'était à l'intérieur de toi. Ken de façon tout à fait incongrue, dit « Il a une tête en forme de champignon. »
Day ne sait absolument pas de qui il parle. Et de quoi? Libérée par cette résonance spéciale ce jour-là, la forme sombre s'est mise à grandir d'elle-même dans un coin de mon esprit. J'ai lâché le violon de nouveau et je me suis précipitée hors de la chambre en me tenant la tête à deux mains. Et cette fois, elle ne s'est pas estompée. L'horreur triangulaire. C'était comme si je l'avais réveillée et que maintenant elle était active. Pendant 1 an, elle est revenue et repartie. J'ai vécu dans la peur pendant toute une année de mon enfance, la peur de la voir réapparaître et obstruer toute lumière. Au bout d'une année, ça s'est calmé. Je devais avoir 10 ans. Mais pas définitivement. Je l'avais réveillée. De temps en temps, à quelques mois d'intervalle, elle montait en moi. Ce n'est pas une vraie interface aux conversations. Day ne semble pas s'adresser à quelqu'un en particulier. La dernière fois, elle s'est mise à enfler comme ça. C'était pendant ma 2e année de fac. J'étais à Brown University, Providence, Rhode Island, où j'ai eu mon diplôme magna cum laude. Une nuit, elle a surgi de nulle part, la forme noire. Je ne l'avais plus vue depuis des années. Mais il y avait une sensation d'inévitable aussi quand elle est revenue. Pas seulement la pire sensation que j'ai jamais éprouvée, mais la pire que j'ai jamais imaginée. Même la mort ne peut pas être pire. Ça a enflé. Et maintenant que j'étais plus âgée, c'était encore pire. Tu m'étonnes. J'ai cru que j'allais me jeter par la fenêtre. Je ne pouvais plus vivre avec cette sensation. La tête de Gompert n'est pas complètement redressée, mais presque à moitié, disons. L'os de sa cheville a imprimé une marque rouge sur son front. Elle regarde quelque part entre Day, et l'espace devant elle. Et il y avait cette idée sous-jacente que c'était toi qui l'avais fait revenir, que tu l'avais réveillé. Quand tu es retourné au ventilateur la 2e fois, tu te reprochais de l'avoir réveillé. Day, lui, regarde droit devant. La tête de Mr. Bounty Boons n'est pas du tout en forme de champignon, bien qu'elle soit énorme. Et, avec le masque de bébé en caoutchouc, grotesque pour un téléspectateur adulte. Un gars que je connaissais à peine dans la chambre en dessous de la mienne m'a entendu tituber et gémir comme un malade. Il est monté et s'est assis à côté de moi jusqu'à ce que ça s'arrête, presque toute la nuit. On n'a pas beaucoup parlé, et il n'a pas vraiment essayé de me rassurer. Il n'a presque rien dit en fait. Il est juste resté là. On n'est pas devenus copains. À la fin de mes études, j'avais oublié son nom et son cursus. Mais cette nuit-là, il a été la corde qui m'a retenue au-dessus de l'enfer. Dans son sommeil, Grimm crie quelque chose comme « Pour l'amour de Dieu, non, Mr. Ho, ne l'allumez pas !» Ses yeux au beurre noir et leurs mouvements erratiques sous leurs paupières gonflées, le nourrisson de 130 kilos qui gesticule sur la visionneuse, Day et Gompert qui conversent en regardant le vide, les bips et les tutes de la console de jeu de Jen M dans le bureau, tout cela imprègne le sombre living room d'une atmosphère onirique et irréelle. Day décroise ses jambes et les recroise dans l'autre sens. Ça n'est jamais revenu, depuis plus de 20 ans. Mais je n'ai pas oublié. Les pires moments que j'ai connus depuis lors étaient comme un massage de pied en comparaison de cette voile noire ou cette aile qui montait en moi, en gonflant. Pas les couilles, par pitié, pas les couilles. Ce jour d'été-là et cette nuit-là dans ma chambre d'étudiant, j'ai compris le sens du mot enfer. J'ai compris ce que les gens veulent dire par enfer. Ils ne pensent pas à la voile noire, ils pensent à la sensation qui l'accompagne. Ou bien, s'ils pensent à un endroit, c'est au coin intérieur d'où ça sort. Maintenant, Kate Gompert le regarde en face. Elle n'a pas meilleure mine, mais son visage a changé. Sa position contordue lui a raidi la nuque. Depuis ce jour, même si je ne peux pas exprimer cela de façon satisfaisante, reprend Day en tenant le genou qu'il vient de croiser, j'arrive à comprendre intuitivement pourquoi les gens se suicident. Si j'avais dû supporter cette sensation plus longtemps, je me serais sûrement tuée.
plus longtemps dans l'ombre de cette chose trop grande pour être vue et qui enfle. « Oh non, pitié, non !» dit Green très distinctement. Et Day dit « Pire que ça, c'est impossible. » Alors, il est compliqué de parler d'un texte pareil qui dit tant et qui fait sentir plus qu'il ne dit par des gens qui disent ce qu'ils ont senti mais qu'ils ne peuvent dire. C'est évidemment très paradoxal. Déjà, c'est un extrait qui me semble de mémoire, mais qui m'a toujours semblé complètement détaché et autonome. Et en même temps, il a quelque chose de central, extrêmement frappant, par cette conversation. Donc d'une anamnèse, on retourne en arrière, le personnage retourne en arrière, jusqu'à aujourd'hui, avec, on pourrait presque dire une petite morale, etc., mais c'est pas tellement ça qui compte. Et c'est compliqué, parce que j'y vois une métaphore extrêmement claire et précise de la dépression, et de ce qu'est la dépression. Mais c'est comme chez Kafka. Oui, l'insecte, qui est Gregor Samsa, la vermine, le cafard, a une vertu symbolique. Mais c'est d'abord l'histoire d'un mec transformé en cafard. Et ça, c'est intéressant. Et là, c'est bien sûr une tâche, une forme, quelque chose qui gonfle comme ça, et dont la sensation physique directe elle-même, quelles sont les conséquences physiques de ce truc qui monte? C'est pas expliqué. Mais on sait que c'est horrible. Et donc, il y a ce truc comme ça, au milieu de l'infinie comédie, et c'est très logique, puisque un livre sur le divertissement ne peut être qu'un livre sur la dépression. Et ce moment d'une étrangeté absolue et qui semble en même temps très familière. Comment ça va être rendu? Est-ce que c'est une métaphore? Oui, j'ai envie de voir une métaphore. Oui, ce que je vois, ou plutôt ce que je sens quand je lis ça, c'est le moment de la dépression qui est pas la tristoune, quoi. Qui est le moment de la dépression où on a l'impression de cracher réellement la bile noire. Et ce moment où il devient... Là, sur la dépression, j'ai pas été tellement incapable de sortir de mon lit, ou voilà, ça, ce sont des choses qui sont liées à mon caractère, et je pense à la durée relativement faible, finalement, de mes dépressions, malgré leur intensité. Mais, et quand je dis caractère, c'est pas du mérite, hein. Mais ce moment où on n'est que souffrance et que dégoût et qu'écœurement, et qui va passer là par l'extériorisation d'une forme informe, mais qui est pourtant réveillée par des vibrations. Je ne peux m'empêcher de voir du Lynch dans ce passage. J'ai l'impression d'être dans Blue Velvet ou dans Lost Highway, et c'est aussi terrifiant que dans ce moment dans Lost Highway où le personnage parle au protagoniste et lui dit d'appeler chez lui et que le même personnage répond. C'est horrible, c'est un moment abominable, terrifiant. Mais, et là, c'est quelque chose que je trouve tout aussi terrifiant, ce passage-là de l'infinie comédie, et en même temps très réconfortant pour ce que ça dit étrangement, sans décrire cette sensation indescriptible, mais en fait sur ce que ça fait, il n'y a pas tellement d'effort, c'est sur ce que c'est qu'il y a un effort de description. Et on ne peut pas dire ce que c'est, et on ne cherche pas à dire ce que ça fait, mais on sait juste que c'est abominable. Et que parfois une présence peut permettre de le tenir à distance. Alors c'est difficile de ne pas le rapprocher, évidemment, de la dépression, et je crois que ça parle de la dépression, et d'une dépression qui est à la fois extérieure et intérieure. Et ça me paraît extraordinaire, parce que c'est à la fois quelque chose qui va être profondément intime et singulier, venir de soi, et qui en même temps est extérieur à soi, et donc qui marque cette étrangeté.
Là, je n'ai pas envie de tomber dans de la psychologie de comptoir, hein, mais il y a ce truc-là qui se passe. Et qui joue comme ça, sur ce moment où l'intimité est tellement souffrance qu'elle s'extériorise, et en même temps, cette extériorité se fait dans un repli, dans la solitude. Ça se fait par un signe qui apparaît de lui-même et qui est inexpliqué. La vibration du ventilateur plus le violon. Et après, on ne sait pas ce qui provoque. Donc ce qui provoque est à la fois intime et dû à l'enfant, et en même temps complètement indépendant de sa volonté. Ça colle bien avec la dépression et pas seulement. Je trouve que ça colle bien aussi à quelque chose qui est en train d'arriver en ce moment, ou en tout cas qui m'arrive moi par les vagues d'angoisse, comme ça que je peux avoir par moment, d'angoisse ou de fébrilité, et que j'avais peut-être même plus en attendant le confinement ou le reconfinement que maintenant que ce confinement est arrivé. À savoir que là, voilà. Alors, il y a quelque chose comme ça de la fébrilité, et là j'ai peur de ça qui va tomber. Et qui en même temps va avec beaucoup de choses, qui va avec la LPPR qui passe au Sénat, qui aggrave tout et qui met fin aux libertés académiques. C'est un drame que d'expliquer que la science doit se maintenir dans les valeurs de la République. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dicter une orientation politique et partisane, et de la triste politique, à ce qui doit être l'autonomie. Et ça, c'est extrêmement angoissant en ce moment. C'est le confinement, ce sont les attentats. Et c'est un attentat qui touche un prof, me touche évidemment particulièrement, mais les attentats plus récents touchent aussi beaucoup. Il faut une grande peine. Et ça, c'est comme... J'ai l'impression qu'on atteint un stade, notamment avec les accusations d'islamo-gauchisme, qui sont des accusations dignes de valeurs actuelles ou de minutes, hein, qui sont des accusations de nazis, quoi, si on veut être aussi désagréable. On va le faire sans point Godwin. Mais ce sont des accusations qui viennent de l'extrême droite. Et ces accusations, qui visent à salir, ces moments de salissure et d'humiliation, quand bien même on sait qu'on travaille bien, et le plus honnêtement et le plus sincèrement possible, comme dans le reste de la vie, et qu'en plus on n'est pas du bon côté du bâton, et on aimerait bien qu'il n'y ait pas de bâton du tout. Elle plane de cette façon-là. Et il y a quelque chose dans l'autoculpabilisation des victimes et des désignés, et là, c'est pas moi la victime de l'attentat, hein, clairement pas, et je ne suis pas une victime de l'islamophobie française, hein. Largement pas. Mais qui donne ce dégoût en même temps, qui donne le même dégoût. Qu'est-ce que c'est que cette dépression en littérature qu'on a chez David Foster Wallace, et qui, je pense, a été une de ses sensations les plus fortes et les plus écœurantes de la vie. Alors, très clairement, quand vous en êtes là, il faut vraiment, vraiment consulter, sortir de chez soi, aller voir des amis, parce que c'est dangereux comme moment. Et le but n'est pas ce qui va être dangereux. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est un moment qui raconte la plus grande horreur et qui en même temps est un moment de grâce. Parce que c'est un moment où ces drogués et ces alcooliques, malades, reconnus comme malades et en centre de réhabilitation, se retrouvent et l'un peut sortir cette anamnèse, comme on dit, revenir à ce souvenir d'enfance. Et on peut supposer premier, on peut même broder toute une causalité entre la dépendance et ce souvenir, et cette menace en fait. La causalité n'est pas tellement intéressante, elle va de soi. Et ce moment, il est raconté, sans être vraiment raconté, mais il est compris et il est entendu. Pendant que dans le même temps, une chose à peu près aussi informe, à savoir donc
ce Mr. Bounsley, se pavane avec un masque de bébé en caoutchouc à la télé. Et c'est comme si l'un et l'autre se répondaient. Ces deux formes informes, et comme une humanité qui n'a plus une tête humaine, mais qui fait dans l'artifice, et ça c'est un des grands thèmes de l'Infini Comédie, notamment avec les masques avatars. Ça m'avait plu, ça m'avait beaucoup plu. Et il y a ceci là qui se passe, et qui est infiniment triste, et infiniment encourageant et lumineux. Que la grande horreur peut se communiquer, ou pas elle se dire, mais qu'en tournant autour de son indicible, on peut communier. Et ça me paraît vraiment une chose importante. Par quoi ça va se passer finalement ? Par quelque chose qui va être de l'ordre d'une concrétisation de quelque chose d'abstrait. Et c'est là où je vais voir une métaphore dans cette forme informe. Ça n'est pas un morceau de fer en bois, une forme informe, mais pas loin. On est du côté de l'oxymore, on est du côté de l'objet impossible. Et c'est un objet d'autant plus impossible qu'il est provoqué sans être provoqué, et qu'on n'arrive même pas à savoir si cette ombre, ce gonflement, est concret ou abstrait. Est-ce qu'on peut toucher cette forme ? Est-ce qu'elle a une température ? Un contact ? On ne le sait pas. Et c'est une espèce d'excroissance comme ça qui est une antinomie substantielle. Et c'est ça, son horreur. Et c'est ça le moment où la dépression fait basculer dans une épistémologie pessimiste qui ne voit plus de fin. Et c'est ça aussi qui va en même temps permettre cette communion. Parce que c'est bien parce que cette forme est informe et qu'on sent son inexistence ou son impossibilité, ou peut-être seulement son inconcevabilité, on ne peut pas l'imaginer, que cette forme, finalement, elle permet de se retrouver. Et j'espère que c'est un peu ce qui va se passer avec le confinement. Ce second confinement, et avec quand même quelque chose de bien sombre en ce moment comme période, et qui me laisse des sensations quand même plutôt amères ces temps-ci. Parce que on arrive dans des choses qui n'ont pas de nom. On arrive dans des temporalités qui ne sont pas celles des récits. Et on doit se battre avec des formes qui restent informes. J'espère qu'on va savoir en dire et en écrire quelque chose. Et disant cela, je ne pense pas du tout aux journaux de confinement de ceux qui ont le temps. Je pense à tous les autres. Je vous dis à bientôt.